En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT, pour électroconvulsivothérapie, comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaurent la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. » Fin de citation. Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou bien avant, avec un film formidable, Choc Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, Histoire de l'électrochoc, des traitements électriques à la convulsivothérapie en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. En fait, dire que c'est un événement, ça n'en est pas vraiment un. Il me semblait qu'il fallait refaire un peu l'histoire de ces méthodes, parce que si on veut comprendre un peu le fonctionnement, l'électroconvulsivothérapie, ce qu'on appelle donc le CT ou les électrochocs, date donc de 1938. Ça a été inventé par deux neurologues italiens, Lucio Bini et Ugo Ciarletti. Et c'est une méthode que j'appellerais d'avant-guerre, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été conçue à partir d'une hypothèse erronée, qui était celle que la schizophrénie serait liée à un état de mal épileptique. D'où l'idée de soigner le mal par le mal et de créer des crises d'épilepsie pour soigner les schizophrénies. Cette méthode a eu un vrai succès après la Deuxième Guerre mondiale, partout dans le monde occidental en tout cas, il me semble. Et ensuite, il me semble qu'elle a été détrônée à partir de la deuxième grande révolution du XXe siècle des théories neurobiologiques, en 1953, par la découverte de la chlorpromazine. Parce que les électrochocs se sont avérés une méthode quand même assez brutale, violente, au début sans anesthésie, donc quand même très très traumatisante pour les patients, et avec des effets secondaires massifs, notamment sur la mémoire. Alors, c'est pour ça que je ne trouve pas particulièrement révolutionnaire de se référer à cette méthode-là, puisque c'est un peu un retour en arrière par rapport à 1953, qui est le début vraiment de la modernité de la neurobiologie et la découverte moléculaire, l'hypothèse moléculaire de la maladie mentale, hypothèse qui est en fait, à mon sens, une tautologie, puisque on a inféré au fait que des molécules agissaient sur les symptômes de la schizophrénie pour en déduire que la schizophrénie était moléculaire. En tout cas, on sait après le succès qu'a eu cette théorie, puisqu'elle a permis à de nombreux laboratoires pharmaceutiques, à certains laboratoires de produire de nombreuses molécules qui ont eu un certain succès. Ça, c'était la partie électroconvulsivothérapie, qu'il ne faut pas, bien évidemment, mélanger avec la stimulation magnétique transcrânienne. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une méthode qui est apparue aux environs des années 2000, si je ne me trompe pas, qui n'utilise pas l'électricité, comme les électrochocs, qui est aussi à la surface du crâne, comme les électrochocs,
et qui utilise un champ magnétique comme l'IRM. Voilà. Et cette méthode est censée traiter les dépressions résistantes, mais la revue de la littérature semble quand même montrer qu'elle est assez peu efficace. Et enfin, dans le texte que vous m'avez présenté, il est question de stimulation cérébrale profonde. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté. Ça, en effet, c'est quelque chose de relativement nouveau, puisque c'est une méthode neurochirurgicale qui allie de la neurochirurgie, puisqu'il s'agit d'implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau, au contact de noyaux cérébraux très précis ou de faisceaux de neurones. Pardon. Et donc la SCP, la stimulation cérébrale profonde, est une méthode qui en fait est issue de traitements neurologiques de maladies cérébrales qui sont souvent des séquelles, soit des AVC, soit de chirurgie cérébrale, soit de cancer, mais aussi traiter aussi les symptômes de certaines maladies comme la maladie de Parkinson. Bon. Toutes ces maladies ont pour effet, du fait de leur origine neurologique, de provoquer des séquelles motrices très, très invalidantes chez les patients. Donc, pour la maladie de Parkinson, qui est habituellement traitée par des médicaments, quand les patients sont traités par cette méthode, enfin sont résistants aux médicaments, la stimulation cérébrale profonde permet d'agir en diminuant l'hypertonie ou la dystonie musculaire. Hein. Donc là, il s'agit de stimuler, alors on ne sait pas tout à fait stimuler d'ailleurs, quand on regarde de plus près, il s'agit juste de moduler, de réguler le flux électrique. Et l'idée est apparue pratiquement en même temps, mais je pense qu'elle est en application depuis plus récemment, utiliser cette méthode dans la psychiatrie des cas les plus difficiles. Alors il faudra que je revienne après sur les électrochocs parce que il y aura des détails à préciser. Mais bon, l'effet attendu dans le domaine psychiatrique, c'est de traiter donc les dépressions sévères, les dépressions résistantes, mais aussi les troubles obsessionnels compulsifs. Je crois le syndrome de Gilles de la Tourette, en stimulant de la même façon certains faisceaux de neurones, de façon un peu aléatoire, parce que autant la maladie de Parkinson et les séquelles chirurgicales, on voit très bien où se situe l'origine anatomique du problème, autant la dépression, le fonctionnement neurocérébral est encore aujourd'hui trop mal connu à mon avis pour qu'on sache exactement le lieu où stimuler les neurones. Et d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il a fallu quand même plusieurs séries d'études et de recherches pour trouver des lieux de stimulation qui améliorent un maximum de personnes, étant elles-mêmes résistantes aux médicaments. Donc, c'est quand même une minorité de patients. Hein. On touche là vraiment une infime quantité de patients. Et en me renseignant sur le mode d'accès à cette méthode, je vais vous lire un peu la liste des examens et des conditions pour la mettre en place. C'est 10 à 12 jours d'hospitalisation, 24-48 heures d'hospitalisation avant l'intervention, 24 heures de soins continus en neurochirurgie après l'opération, une consultation d'anesthésie, une IRM, un TEP scan, un DAT scan, et j'en passe, il y en a encore beaucoup. Autant dire que, compte tenu de l'état actuel de l'hôpital en France, ça relève un peu de la science-fiction. Après, pour reprendre la question de savoir si cette annonce est un événement, non, bien sûr, parce que
depuis plus de 20 ans, donc ces méthodes sont connues. Est-ce que relancer ces recherches aura un effet? Certainement, dans la mesure où on pourra améliorer cette méthode dont je viens de décrire quand même le fait qu'elle est quand même réservée à un très petit nombre de patients, mais compte tenu des nécessités techniques, de l'investissement financier qui est nécessaire, sur le plan médico-social, elle touchera probablement qu'une infime minorité de patients qui seraient résistants aux médicaments, et donc une infime minorité de patients dans la population générale. Les électrochocs, on pourrait nuancer parce que c'est une méthode que moi-même j'ai expérimentée, c'est-à-dire elle reste aujourd'hui une méthode, à mon époque, elle l'était, peut-être que ça va évoluer, mais c'était une méthode efficace, mais dans un cadre de critères très stricts, notamment dans les dépressions extrêmement sévères et les schizophrénies qu'on appelait catatoniques, c'est-à-dire dans des situations où ces deux maladies mentales, bien connues par ailleurs, résistaient aux médicaments, mais surtout présentent des symptômes dangereux pour le patient lui-même. Il faut savoir qu'un patient catatonique peut mourir d'inanition au bout de quelques jours si, en effet, il n'est pas extrait de cette forme très grave de la maladie. Et par conséquent, dans ce cadre-là, bien évidemment, le bénéfice est supérieur au risque qui est pris d'une anesthésie générale, et bien évidemment les effets secondaires qui sont la perte de mémoire parfois de façon et les maux de tête qui parfois sont extrêmement invalidants. Voilà. Alors, oui, bon, on pourrait bien évidemment jouer sur les mots, mais cure de jouvence, c'est vrai que c'est un petit mot un peu désuet, même guérir. Surtout, il y a une espèce de mélange des genres entre ce côté un peu rassurant, banalisant sur le traitement qui est en jeu, et le caractère, voire même un peu, comme je disais, désuet, et le caractère un peu science-fiction, de ce qui est présenté comme la méthode qui va agir directement sur le cerveau. Et surtout, la méthode qui guérit les maladies mentales quand on touche directement au cerveau. Bon. Ça, c'est une affirmation qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas vraie. Moi, à mon sens, la seule maladie mentale qu'on guérit, c'est la dépression, et ce n'est pas les médicaments qui la guérissent, c'est le patient, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'il serait faux de croire que les antidépresseurs guérissent la dépression. Les antidépresseurs agissent sur les symptômes de la dépression qui rendent bien évidemment la dépression plus supportable et aident le patient à traverser un autre stade d'une étape psychique la plupart du temps inconsciente. Et il en est de même pour les neuroleptiques. Les neuroleptiques n'ont jamais guéri un psychotique, un sujet psychotique. Ils agissent de façon symptomatique et pas sur la cause de la maladie. Alors, je ne sais pas, je pourrais être un petit peu plus précis, je ne sais pas si ça dépend du public, mais la comparaison qu'on peut faire en matière médicale, parce que c'est souvent présenté le traitement des maladies mentales de façon très pasteurienne, un peu comme on explique qu'un antibiotique vient guérir un patient qui a une infection. Bon, il faut comprendre que les antidépresseurs et les neuroleptiques agissent sur la maladie mentale comme les antipyrétiques, comme le paracétamol, agissent sur la douleur et la fièvre dans la pneumonie. Donc, en effet, on peut faire disparaître la fièvre et
et la douleur d'une pneumonie, on ne touche pas du tout à la pneumonie. Et si on ne s'en tient qu'à ça, le patient finit par mourir. Bon. Eh bien, en psychiatrie, traiter un sujet psychotique avec des neuroleptiques, c'est soigner ses symptômes, mais pas toucher à la maladie elle-même. Alors, comme je disais pour la dépression, par exemple, un patient dépressif ne pourra guérir ou guérira plus facilement qu'il a un traitement antidépresseur, parce qu'il sera soulagé en effet des symptômes. Bon, pour les maladies psychiatriques plus graves que sont la schizophrénie, la paranoïa, la mélancolie, les traitements neuroleptiques sont en effet, pas toujours, mais quand même très souvent indispensables, parce qu'ils permettent aux patients déjà un certain nombre de retrouver un type de relation à peu près correcte avec le réel, hein, et le monde extérieur, et ce qui bien sûr permet dans un deuxième temps la psychothérapie. Voilà. Les deux étant bien évidemment indissociables. Les médicaments seuls auront tendance à provoquer en effet un patient plus calme, mais ça ne fera pas progresser le patient tout seul par rapport à sa maladie. Pour ce qui est du fameux vocabulaire qu'utilise le professeur Attali, c'est ça. Voilà, moi, ça m'a fait penser, enfin, ça me fait penser que, en fait, ce type de vocabulaire sème un peu la confusion, une confusion de plus en plus fréquente entre neurologie et psychiatrie, et là aussi une sorte de puissant retour en arrière, puisque la séparation des deux spécialités en France date de 1968. Et ça, c'est très important parce que revenir à une époque où neurologie et psychiatrie étaient mélangées, ce serait refaire les mêmes erreurs et retomber dans les mêmes travers. Alors, ce point-là, Lacan avait écrit un très beau texte pour Le Monde en 1969, hein, d'une réforme dans son trou, où il avait épinglé la psychiatrie d'un terme, je trouve saisissant, qu'il appelait la sociatrie, hein, en expliquant que la pratique psychiatrique est avant tout sociale. Et ce point-là me paraît essentiel parce qu'il est totalement oublié des discours neurobiologiques actuels et des discours des pouvoirs publics d'une façon générale. Et pour reprendre aussi la revendication des internes en psychiatrie de l'époque, la psychiatrie, c'est aussi une thérapie relationnelle. Voilà. Donc, ce sont les deux versants, les deux volets, à mon avis, indispensables de la psychiatrie qui sont systématiquement éludés quand il s'agit de parler de neurologie, de psychiatrie neurobiologique. On sait, par ailleurs, qu'aujourd'hui, la psychiatrie traverse une crise extrêmement grave, politique, matérielle, théorique, et cette crise n'est pas, a bien évidemment à voir avec cette confusion, hein, puisque probablement elle en est la cause, mais aussi la conséquence. Et donc, rabattre systématiquement le traitement des maladies mentales sur au niveau du cerveau, c'est bien évidemment éluder cette question qui est une question centrale dans cette crise de la politique de la psychiatrie, et surtout ne pas la résoudre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, je peux rajouter un point qui m'est apparu en y réfléchissant, c'est que ce discours qui est un peu tombé du ciel, on ne comprend pas trop pourquoi tout d'un coup le gouvernement s'intéresse aux recherches sur la simulation du cerveau, mais bon, en tout cas, il me semble que c'est d'une certaine façon la preuve que les chercheurs et les laboratoires pharmaceutiques ont laissé tomber, ou sont en train de laisser tomber progressivement la thèse de 1953 sur les traitements moléculaires de la psychiatrie. Parce que, on le sait, ça depuis plusieurs décennies, les laboratoires
n'arrivent plus à synthétiser ou n'ont pas à synthétiser de molécules vraiment nouvelles. On pourrait même dire, certains pensent que depuis 1953, il n'y a pas eu de molécules révolutionnaires et que les laboratoires n'ont fait depuis qu'améliorer, essayer d'améliorer toujours une même molécule en lui donnant de moins en moins d'effets secondaires et, enfin, vous pourrez dire clairement, sans y arriver. Voilà. Donc, bien évidemment, ils ont perdu beaucoup d'argent après en avoir gagné beaucoup. Et on sent que c'est le crépuscule de vraiment tout un pan d'un modèle scientifico-économique. Hein. Le dernier point étant, alors ça c'est vraiment la pratique quotidienne qui le montre, que les patients, les associations de malades sont de plus en plus réticents à l'absorption de médicaments dont ils se méfient énormément, qui ont une très mauvaise réputation, à tort, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont indispensables, et comme je disais, et très efficaces sur certains symptômes. Voilà. Ce qui est très clair, en tout cas, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, ça passe beaucoup par des écoles, des sous-écoles d'orientation de psychiatres. Hein. Aujourd'hui, il y a pratiquement une école par psychiatre, parce que chacun pense différemment. Ce qui, bien sûr, n'existe pas dans les autres spécialités somatiques. Hein. L'infarctus du myocarde, c'est le même pour tout le monde. La schizophrénie, personne n'est d'accord sur ce que c'est. Donc, bien évidemment, vous avez des tas de personnes qui pensent qu'on peut se passer des traitements et que ces traitements sont soit assimilés à des drogues, ce qui est un peu paradoxal parce que d'une part, ce n'est pas tout à fait le cas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de malades mentaux, au contraire, se droguent avec des mauvaises drogues alors qu'ils pourraient prendre les traitements. Bref, il y a une confusion générale, il y a un sentiment de théorie du complot, quand même, qui est là. Bon, bien sûr, l'argument du sujet supposé savoir a totalement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de se présenter comme psychiatre pour que, quand on propose un traitement, il soit accepté de facto. Donc, on voit bien que quotidiennement, les patients et même les agences du médicament préconisent d'utiliser toujours le médicament qui a le moins d'effets secondaires pour éviter les réclamations, etc. Ce qui a un effet de mettre de côté un certain nombre de médicaments très efficaces, mais dont les risques d'effets secondaires sont supérieurs. Voilà. Ce qui est vraiment un argument du coup plus psychologique que scientifique. Oui, c'est vrai qu'on constate depuis plus d'une décennie la quasi-disparition du terme inconscient, en tout cas du vocabulaire théorique psychiatrique français. On sait qu'il y a eu l'influence déterminante du DSM, hein, le manuel de classification des maladies mentales américaines, qui a délibérément mis de côté la théorie freudienne pour sa classification. Tout ça, c'est dans les années 80. Et par ailleurs, on sait que la neurobiologie et les neurosciences ont accompagné l'idée d'un fonctionnement purement cérébral du cerveau, enfin de la pensée, de la psyché, donc organique, ce qui a bien évidemment marginalisé la pensée freudienne. Et même en France, où quand même la psychiatrie française, pendant très longtemps, était orientée par la thèse organodynamique de Henriet, aujourd'hui, plus personne ne fait référence à cette thèse et elle a totalement disparu des discours. Par ailleurs, c'est quand même un paradoxe notable, puisqu'on voit quand même fleurir depuis, parallèlement, hein, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies, tout un tas de thérapies, tout un tas de méthodes, de discours qui, sans faire référence directement à l'inconscient, prétendent accéder au patient, à sa maladie,
autrement que par le cerveau directement, c'est-à-dire par la parole, par des méthodes mentales, aussi par le corps. Hein. Mais toutes ont ce point commun quand même d'en passer par la parole. Et alors pour répondre à savoir si c'est dommageable, bon, moi je pense qu'en effet l'approche uniquement neurobiologique des diagnostics psychiatriques pose problème parce que bon, d'abord, depuis des décennies de recherche et des dépenses financières massives, personne n'a prouvé l'existence d'un cerveau dépressif ou schizophrène. Les neurosciences ont en effet trouvé que tous les cerveaux étaient un peu dépressifs ou un peu schizophrènes. Et donc, le cerveau du schizophrène et du dépressif n'est pas tout à fait différent d'un cerveau normal. Bon. Et là, ça renvoie à la thèse de Canguilhem sur le normal et le pathologique. On est vraiment dans ce débat-là. Ensuite, parce que réduire la pensée humaine à une entité objective, mesurable, à un mécanisme électrique, comme serait un logiciel pour un ordinateur, c'est passer à côté de toute une composante inconsciente et donc non mesurable et qui est pourtant probablement la plus importante du fonctionnement de la psyché. Par exemple, la psychanalyse postule d'ailleurs que la maladie mentale n'est pas créée par la conscience, mais justement par l'inconscient. Bon, le dernier argument, l'argument qui paraît le plus important concernant l'éviction de l'inconscient, c'est surtout d'éviter la question du sujet et donc de sa responsabilité dans ce qui lui arrive. Traiter directement le cerveau sans s'en référer au sujet, ça a des conséquences pratiques majeures et ça pose bien évidemment des questions éthiques. Concrètement, quelqu'un qui est dépressif, ne pas lui poser la question de ce qu'il pense être les causes de sa dépression, mais aller directement dans la prescription d'un médicament, on gagne du temps, on croit qu'on agit positivement, et à côté de ça, d'une part, je pense que on aura un effet qui sera limité, et cette deuxième opération qui me paraît essentielle, c'est-à-dire la position de déplacement subjectif du sujet, ne pourra pas se faire. Hein, ça, c'est le travail donc de la psychothérapie, de la psychanalyse, et bien évidemment, elle est essentielle. À propos du sujet contemporain, je vais reprendre cette phrase que j'ai lue du séminaire de Jacques Lacan du 17 novembre 1954, où il dit que le sujet contemporain a une certaine idée de lui-même qui se situe à un niveau mi-naïf, mi-élaboré. Il poursuit en disant que, en effet, l'évolution, cette évolution de la perception que le sujet a de lui-même vient du discours courant, économique, sociologique, scientifique, et rend bien compte, hein, pour résumer les choses, de ce syntagme qu'on entend aujourd'hui partout, qui est le terme pleine conscience. Dans cette conception du soi, il ne reste que peu de place, en effet, à l'inconscient. Mais, bien évidemment, il y a un reste, puisque si on ne prend pas en compte cet inconscient, ce reste se manifeste, et c'est ce qui explique probablement donc la demande explosive de psy qu'on remarque depuis que justement les thèses neurobiologiques sont installées, et cette croissance exponentielle de thérapies diverses qu'on propose. Alors, ce reste, disons que le discours de la science n'a pas suturé, il est du coup occupé par un certain nombre de propositions de soins. Alors je mets de côté le côté thérapeutique, psychothérapeutique, je parle surtout
autour de tout ce qui est des méthodes de l'affirmation de soi, hein, qui viennent un peu donner des béquilles à ce soi un peu précaire, qui est évidemment la conséquence, je veux dire, de cette théorie de l'inconscient qui est éludée. Et le problème, c'est que ce soi précaire, dans la société d'aujourd'hui, chacun essaye donc de le traiter comme il peut, et soit ça passe par la maladie, si le patient accède à cette précarité par la maladie, mais sinon ça peut très bien passer par le discours identitaire. Le discours identitaire dont on connaît les dangers. Voilà. Pour ma part, je pense que la psychanalyse est la seule à aider le sujet à convenir de cette précarité et justement d'en faire quelque chose. Ce qui n'est pas incompatible, ça c'était un peu ma conclusion, ce qui n'est pas incompatible avec l'usage du médicament, hein, puisque on agit sur deux ordres de dimensions qui sont de deux champs très très différents.